Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre comme chaque jeudi dans l'émission Monde des Arts qui n'a d'ailleurs jamais aussi bien été nommé. Un Monde des Arts affublé depuis quelques jours d'une grosse pomme qui trône sur le toit du musée Magritte, vous l'avez peut-être vu. Pendant ce temps-là, place de la Bourse, le tout nouveau Belgian Beer World tente de faire un peu oublier la colère de certains brasseurs locaux et surtout d'attirer un maximum de touristes en leur promettant une visite interactive et inoubliable. Les slogans attractifs d'ailleurs fleurissent aussi un peu partout sur les murs et même dans les abribus avec des affiches clinquantes invitant les Bruxellois à passer une nuit enfiévrée dans les musées. Alors s'il était grand temps de dépoussiérer les musées bruxellois et de séduire et d'aller rechercher d'ailleurs de nouveaux publics, notamment chez les jeunes, est-ce qu'on n'en fait pas parfois un petit peu trop? En tout cas, on va poser la question à nos invités qui me font plaisir d'être avec nous ce soir. Tout d'abord, Isabelle Vanhoenacker. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. Merci d'être là. Vous représentez le musée Magritte, entre autres, hein, on va dire les musées royaux des Beaux-Arts. On est rue de la Régence. Vous occupez des services au public, ça veut dire quoi concrètement ça? En fait, les services au public rassemblent tout ce qui a trait au public, c'est-à-dire communication, publication, éducation, ticketing, vraiment une dizaine de services qui sont au service du public. D'accord, donc on est en plein dans les thématiques avec vous. En face de vous, Raphaël Remiche. Bonsoir Raphaël. Bonsoir. Vous représentez Tempora, la société Tempora, connue pour ses expositions, hein, Johnny Hallyday, etc., j'en passe. Et aussi un musée pérenne, un musée qui reste, qui dure. Ça se passe à Tour et Taxi. Il est assez neuf aussi. Hein, oui. C'est World of Mine depuis le printemps. Fin mars. Ça fonctionne bien? Très bien, très content. Alors, comme pour toute activité à Bruxelles, ça dépend du temps et du climat. Mais pour l'instant, les visiteurs... il recommence à pleuvoir, donc c'est peut-être bien pour les musées. C'est une bonne nouvelle. On va dire oui. Et ça s'appelle World of Minds. C'est le musée de l'illusion, des illusions. Enfin, on en parle. On dit de l'illusion, des illusions. Musée des illusions, mais on a décidé de l'appeler World of Mind, mais je reviendrai dessus. Parce qu'il y en a d'autres à Bruxelles. On va en parler. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de musées à Bruxelles. Peter Van Gains, bonsoir. Vous représentez les musées bruxellois, les Brussels Museums. Il y a combien de musées d'ailleurs? Nous, on regroupe 125 musées sur tous les territoires de la région de Bruxelles-Capitale. Ouais. Donc c'est énorme. Ça va du musée des égouts, musée du CPS, enfin c'est incroyable. Les grands musées fédéraux, les petits musées privés, les musées sur la gastronomie, sur le BD, la BD, un peu tout. On va voir d'ailleurs s'il n'y en a pas peut-être un petit peu trop. En tout cas, il y en a en plus depuis peu. Bonsoir Nel. Bonsoir. Tout nouveau musée, Nel Van de Vanette, musée de la bière. On ne dit pas musée de la bière d'ailleurs, on préfère l'anglicisme. Mais déjà, on n'est pas vraiment un musée, il n'y a pas un conservateur, il n'y a pas une collection privée, donc c'est vraiment plutôt une expérience autour d'une culture qu'on veut mettre en évidence, qui a été quand même reconnue par l'UNESCO, ce qu'on dit toujours. Hein, donc c'est dans la bourse, hein, le Belgian Beer World, c'est pas vraiment un musée donc? Non. Il y a évidemment un autre endroit qu'on appelle plutôt un musée, c'est Bruxelles 1238, qui fait partie effectivement dans l'ensemble de la bourse. Et là, il y a un comité scientifique et là, on peut vraiment dire qu'il y a une recherche derrière historiquement. On va parler de ça, on va revenir d'ailleurs sur la définition. Il y a une nouvelle définition des musées qui est sortie. Alors, vous l'avez tous vu, ou peut-être pas, enfin, je dis tous, mais la pomme, hein. D'ailleurs, vous avez un peu la couleur de la pomme, si je peux me permettre. C'est une jolie couleur, la pomme verte. C'est des granites, c'est des pommes granites, c'est ça? Granit, oui. Voilà. Chère évidemment à Magritte, elle est au-dessus du musée Magritte pour annoncer bien sûr la réouverture de ce musée. Et une de nos équipes était passée par là. Écoutez. Cette boule verte est bien une pomme qui surprend et amuse touristes et amateurs de photos. L'œuvre indique qu'à l'intérieur du bâtiment, le musée Magritte accueille à nouveau des visiteurs. Des pommes, il y en a à voir, peintes par le maître surréaliste, toujours dans l'idée de faire réfléchir l'amateur d'art. Ce sont des objets que nous connaissons tous. Nous avons tous des pommes à la maison, nous les mangeons, nous les croquons tous. Et le fait de retrouver un élément du quotidien dans un contexte tout à fait onirique, ça fait preuve de la force et explique le succès du Magritte. Voilà le succès de Magritte avec entre autres sa pomme, parce qu'il n'y a pas que des pommes dans les œuvres de Magritte. Enfin, il y en a quand même beaucoup, hein. Il y en a beaucoup, mais il y a beaucoup d'autres éléments de la vie quotidienne qui sont repris dans ces œuvres et qui le rend très mystérieux, qui le rend onirique. Et c'est ça, évidemment, l'image de marque de Magritte. Ouais. Mais vous avez choisi de mettre une pomme
au-dessus, bien en vue, sur le Mont des Arts, parce qu'elle est, non seulement elle est au-dessus du musée Magritte, mais elle surplombe vraiment Bruxelles. Oui, en fait, c'est notre design studio, donc deux de nos collaborateurs qui avaient pensé à ça parce qu'en fait, il fallait marquer, c'était ça la question, marquer la réouverture du musée Magritte. Et donc, c'est comme ça est née l'idée de mettre cette grande pomme au-dessus du musée, mais c'est temporaire. C'est vraiment pour marquer cette ouverture et elle restera quelques mois. Ça arrive souvent, c'est que dans les musées bruxellois, on marque une réouverture de façon assez forte ou c'est plutôt nouveau? Bah quand même, parce qu'il y a eu, par exemple, le musée d'Afrique, c'est strictement pas Bruxelles, mais voilà, ils sont membres de l'association, donc ils ont quand même aussi marqué le coup de leur réouverture. Ça se voit aussi ailleurs, regardez le musée des Beaux-Arts d'Anvers. Donc je pense que c'est quelque chose qui se fait quand même de plus en plus. Il faut aussi, parce que voilà, c'est des musées qui ont été fermés depuis longtemps. On anticipe déjà l'ouverture des canals, la réouverture du musée d'Ixelles. Donc, je pense que pour les musées, c'est quand même des moments de communication, quoi. Et la communication, elle est importante. Oui, la communication, elle est très forte chez vous aussi. Bon, c'est pas un musée, d'accord, pour le Belgian Beer World. Vous avez beaucoup communiqué en début de saison. Il faut lancer la machine, en fait, c'est ça l'idée. Non, mais je pense aussi c'est mettre en honneur les financeurs. Et je pense que ça, c'est aussi pourquoi on trouve que c'est important de montrer l'œuvre qui a été soutenue. Oui. Donc chez vous, c'est l'Europe, la région, le fédéral. Le fédéral, aussi les brasseurs belges. Et les brassicoles belges, donc voilà, ABMBF, etc. Et la ville, évidemment. Oui. Donc je pense que tous, ils voulaient aussi marquer le moment. Et je pense que c'est important aussi de montrer qu'il y avait toute cette force unie derrière un projet qui est iconique. On parle quand même d'un bâtiment qui est assez porté par l'opinion publique. Et, la bourse. La bourse qui s'ouvre, siècle par Léon Pierre-Seuss. Et qui s'ouvre, oui, et ça devient une galerie passante. Raphaël, votre musée World of Minds, vous avez créé un événement aussi au moment de la sortie pour attirer les gens? Alors, au moment de la sortie, on a créé un événement, mais qui n'était pas un événement en tant que tel. On a fait une journée porte ouverte. Ouais. Par rapport au projet, maintenant, c'est un projet aussi qui, je pense, n'a pas la même ambition que la réouverture du musée Magritte ou le Belgian Beer World. Oui, c'est des échelles différentes. Voilà, enfin, c'est bien de dire qu'on est là aussi. Parce non, tout à fait, mais c'est important. Il faut quand même devenir rentable à un moment donné. Il faut que les gens viennent, parce que c'est un peu ça le but. D'ailleurs, la pomme, elle favorise les selfies. On a vu dans le reportage que des gens faisaient des selfies. Il y a les touristes qui montent, là, ils voient la pomme. De toute façon, on fait des selfies tout le temps maintenant et n'importe où. Donc là, en l'occurrence, oui, les selfies font le tour du net. On poste ça sur son Insta, sur son TikTok si on est encore plus jeune. Ça part dans le monde entier. Donc c'est tout bon pour vous. Et en plus, ça coûte rien. Oui, mais donc on investit aussi beaucoup dans la publicité, évidemment. Donc en fait, c'est pas assez. Mais c'est vrai que c'est un moyen, c'est un instrument pour toucher les plus jeunes, qui sont quand même beaucoup plus sensibles aux réseaux sociaux. Mais on doit aussi travailler sur la publicité envers toutes les catégories des publics. Oui. Donc c'est jamais assez juste. Donc ce gag n'est pas assez pour toucher tout le monde. Ouais. Mais les nouveaux publics, les jeunes publics, ça c'est quand même un souci pour les musées, non? Aller les chercher. Ouais, un souci, mais il y a quand même des musées qui réussissent assez bien à trouver ces publics-là, parce que voilà, ils s'adaptent un peu à ces publics. Allez, je vous coupe. Le musée de la Dentelle, par exemple, c'était un musée un peu ancien, poussiéreux. Enfin, c'est pas péjoratif, mais voilà, il avait peut-être fait son temps. Il a été complètement rénové. Là aussi, c'était une volonté. Oui, et ils font des partenariats avec. C'était avec une haute école de mode récemment. Donc voilà, comme ça aussi, c'est en faisant des partenariats, il y a aussi une recherche de public. Donc je pense que il y a toujours du travail à faire encore, mais je pense que les musées, ils comprennent comment ça fonctionne, parce que voilà, c'est une communication à part, c'est une programmation à part, donc il faut vraiment un peu vivre le monde des jeunes pour les attirer et un peu partir aussi de leurs valeurs, quoi. Ouais, les jeunes, ils viennent spontanément. Chez vous, Musée de l'Illusion, ça attire, non? Alors c'est un sujet qui attire, c'est aussi, mais spontanément, je dirais pas. Ouais. Parce qu'il faut toujours travailler, il faut toujours. Ce serait trop simple. Voilà. Donc il faut toujours travailler la communication. Toujours travailler la communication, attirer, et puis surtout susciter l'envie de venir, parce que les personnes qui sont intéressées au début viennent, mais après il faut durer dans le temps, et c'est là que ça devient difficile avec le challenge. Mais le fait que chez vous,
on fait justement, on parlait des selfies, on fait beaucoup de photos, etc. On les poste sur les réseaux. Ça aussi, ça fait des petits, ça donne envie aux autres de venir, de se mettre soi-même en scène. Vous jouez là-dessus quand même, non? Oui, alors c'est la meilleure communication, ça a toujours été le bouche à oreille. Ouais. Donc on le voit dans toutes les expériences, même avant les réseaux sociaux, une fois que l'exposition démarre, qu'elle plaît. Donc ça, c'est très positif. Enfin là, c'est vraiment axé sur les photos quand même, non? Il y a fort sur les photos, mais c'est... Qui ne fait pas de photos quand on va chez vous? Alors tout le monde en fait. Maintenant, quand on va maintenant dans les musées, je pense, fédéraux aussi. Et là, on peut pas. Chez vous, on peut pas. C'est interdit. Maintenant, on peut au musée Magritte? Sans flash. D'accord. Oui, c'est normal. C'est vrai qu'on voit qu'il y a beaucoup aussi de photos... les gens ont envie de célébrer le fait qu'ils sont devant une œuvre. Voilà, on est devant une grande œuvre, on a envie de montrer qu'on y était. Donc je pense que c'est même sans les décors, de plus en plus de personnes veulent témoigner du fait qu'ils étaient présents à un endroit. Ouais, pareil, à la Bourse, on l'a bien vu dès les premiers jours. On est à la Bourse, ça a été fermé pendant des mois, on peut rentrer dedans et on s'y montre, non? Oui, tout à fait. Et alors, le grand défi chez nous, c'est que le Bruxellois retrouve ce lieu qu'il connaît tellement bien des escaliers, mais aussi à l'intérieur, donc que ça soit une vraie place de rendez-vous pour le Bruxellois, mais en même temps, ce mélange des visiteurs internationaux. Donc ça, c'est pour nous quand même... très important. D'où l'acronyme, le nom en anglais, j'imagine, c'est pour ça aussi? Je pense, oui. Je pense que c'est plus facile de parler en anglais parfois pour toucher les communautés aussi à Bruxelles. Chez vous aussi, Raphaël? Word of Mouth, vous aurez pu dire... allons-y, il y a déjà 2 musées de l'illusion à Bruxelles. Vous arrivez avec un 3e, ça fait un peu beaucoup dans la même pièce, non? Alors, oui, mais on a voulu arriver... On l'a appelé World of Mouth parce qu'on a eu une réflexion autour du nom, mais surtout, quelle était l'offre et la promesse qu'on voulait faire. On avait une promesse, on voulait faire un lieu, un centre de visite, plutôt qu'un musée, parce que c'est vrai que je rejoins ce que vous avez dit, on n'a pas toutes les missions de conservation, autour, en fait, du fonctionnement de l'esprit, des 5 sens, et comment est-ce que notre esprit peut être amené à percevoir certaines choses et pas d'autres. Et les 2 autres font pas ça? Alors, je ne vais pas commenter ce que les autres font ou ne font pas. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on pourrait faire une grille de différence. Je pense qu'on est le plus grand en termes de taille. On a une couche scientifique avec 50 heures de science que les autres n'ont pas. Et on a, grâce à l'espace qu'on a, des moments waouh qui sont plus forts qu'eux n'ont pas pu avoir par les contraintes d'installation. L'installation, oui. Et l'autre raison aussi, c'est qu'on voulait pouvoir avoir un nom qui permettait d'agrandir par la suite et de travailler autour du cerveau et de l'esprit, nous permettre d'offrir d'autres choses que de ne rester que autour des illusions. Ouais, puisque vous êtes en sous-sol pour l'instant à Tour et Taxi, que vous comptez agrandir et peut-être faire d'autres expos, voire des musées là, pérennes au-dessus. Oui. C'est bien, ça. C'est bien ça. Parce que si on attire d'autres publics, c'est aussi parce qu'il faut... avoir des rentrées, j'imagine, dans un musée. Ça coûte cher, un musée. Oui, mais ce n'est pas la seule mission. La grande mission, c'est donc de partager nos connaissances, de partager des expériences artistiques, de stimuler les gens à la créativité. Ouais. Donc, il y a vraiment d'autres missions. Évidemment, on doit survivre. Et c'est pour cela qu'il faut qu'on paie un ticket. Et donc, survivre et payer le personnel aussi, correctement. Oui. J'en profite juste pour placer la nouvelle définition des musées qui a été approuvée à Prague cet été par l'ICOM. L'ICOM, vous connaissez bien, c'est le centre, le Conseil international des musées, donc c'est pas rien. Donc un musée, écoutez bien, je vais vous demander si vous êtes d'accord avec ça, un musée c'est une institution permanente à but non lucratif et au service de la société qui se consacre à la recherche, à la collecte, à la conservation, l'interprétation et l'exposition du patrimoine matériel et immatériel. Vous êtes d'accord avec ça? Là, vous êtes en plein dedans, vous. Oui, parce qu'en fait, on a tous travaillé à ces définitions. Ouais. Donc, en fait, on a été appelé par l'ICOM, l'Organisation internationale des musées, pour faire un travail au sein des différents pays. Et donc, nous avons participé comme musée à ce travail. Et donc, une première définition n'a pas été acceptée, donc parce qu'il y avait tout le monde n'était pas d'accord au niveau international. Mais enfin, en 2021, nous sommes arrivés à une définition que tout le monde a souscrit. On s'accorde là-dessus. Voilà. Et tous les musées dont tous vos membres sont d'accord sur ces définitions, ils s'alignent sur ces définitions ou pas? Difficile à dire. Ils ont eu tous l'opportunité de se prononcer, quoi. Ouais. Donc tout le monde ne l'a pas fait. Mais vous acceptez tout le monde chez vous? On a des critères sur ce qu'on considère comme un musée. On est un peu plus souple que la définition ICOM, parce que dans nos membres, il y a par exemple des lieux qui n'ont pas de collection, justement, donc qui ont juste des expositions, comme le Palais des Beaux-Arts ou le Botanique, le WILS. Ouais.
On les prend comme membres parce que... Et l'intérêt pour eux d'être chez vous, c'est quoi? C'est parce qu'ils font partie d'une communauté quoi, de professionnels déjà, donc c'est un peu en background, mais aussi pour le public, on fait des grandes activités comme la Museum Night Fever, donc ça permet à ces lieux de s'associer à des... En fait, c'est des actions de muséum marketing commun. Voilà, vous fédérez et vous les boostez un petit peu, si je puis dire. Je voudrais qu'on regarde l'affiche justement de cette Brussels Night Fever. Donc elle est assez, justement, on parlait des jeunes, mais elle est assez tournée aussi vers les jeunes. Vous m'avez dit c'est un petit bonhomme, moi je ne le vois pas trop, mais c'est un petit bonhomme qui est à l'envers, c'est ça? Oui, c'est ça. Un petit bonhomme... non genré, non, voilà, on ne sait pas. Il y a un côté humain, mais on ne définit pas trop parce que voilà, on pense que justement là, c'est aussi un grand débat dans le secteur muséal et je pense dans toute la société. C'est un peu voilà, il faut qu'il y a la représentation un peu de tout le monde et on ne peut pas avoir tout le monde représenté, mais jusqu'il y a très longtemps, les musées ça attirait un certain public et là, c'est vraiment une mission qui apparaît aussi dans la définition ICOM. D'avoir cette accessibilité et de s'ouvrir au plus grand nombre. C'était quoi le public? C'était les touristes et les intellos, entre guillemets. Les touristes, c'est les gens qui ont fait une formation et qui sont plutôt d'une certaine âge. Ouais. Et donc, nous, avec la Museum Night Fever, par exemple, presque 80% de notre public a moins de 35 ans, ce qui est très, très, très exceptionnel pour un contexte muséal. Mais voilà, vous le voyez aussi, le slogan déjà, One Night, 33 Museums, Endless Fun, Let's Party. C'est pas très classique. Let's Party, déjà. Voilà, donc on va danser au musée. On a pensé, est-ce qu'on oserait ça comme slogan? On a dit oui. Est-ce que vous n'êtes pas dans la fédération non? Pourquoi? C'est un refus ou je sais pas. Aucun des deux, je crois. Nel. Si. Ah oui, vous êtes la petite dernière. Voilà, ce sera visible l'année prochaine. C'est tout récent. C'est tout récent, on vient d'ouvrir. Mais c'est effectivement ce genre de slogan qui nous attire parce qu'on veut aussi la combinaison de Let's Party et en même temps avoir quelque chose de wow parce qu'on entre dans un bâtiment et le soir, c'est quand même... Il y a toujours quelque chose une approche, voilà. Il y aura sans doute des soirées dans le hall chez vous. Alors, je parlais donc de la génération des jeunes, génération TikTok, etc. Le World of Mine, on est quand même en plein dedans, en tout cas au niveau des photos. On va regarder un reportage qu'on a fait il y a quelques mois, je crois que c'était au moment de l'ouverture, comme ça on comprend mieux de quoi on parle. Petite séance photo avant l'ouverture officielle de ce nouveau musée. Ici, tous les sens sont en éveil. En ouvrant le WOM, abréviation de World of Mind, le monde de l'esprit, les concepteurs espèrent ouvrir le visiteur au monde de la science. La base de la science pour nous, c'est le doute. Et donc on voulait commencer à permettre aux gens de comprendre que le doute c'est positif, c'est-à-dire que le réel n'est pas la réalité, que nous avons des fonctionnements de cerveau différents et qu'il faut en permanence se poser les bonnes questions pour avancer. Pas moins de 120 expériences d'illusions sensorielles sont présentées, connues et moins connues. À plusieurs endroits stratégiques, Steven Lereys et sa fille Clara interviennent. Le scientifique belge, renommé mondialement pour ses travaux sur la neurologie de la conscience, nous explique ce qui se passe dans notre cerveau. Un lieu qui accueille aussi des expériences inédites, comme le white-out, le voile blanc. Voilà, le musée des illusions, un des musées en tout cas, mais vous n'aimez pas trop le mot musée justement. Tempora, c'était des expos. Pourquoi vous vous tournez tout doucement vers des choses plus pérennes maintenant? Tempora, en fait, depuis 2014, on opère le Bastogne Museum dans les Ardennes. Ouais. Donc à Bastogne, hein, c'est ça? Oui, à Bastogne. On a repris aussi en gestion le Mudia, qui est un petit musée à Redus. Et donc de plus en plus, dans le village du livre, dans le village du livre, on a vocation en fait à opérer des lieux de manière pérenne. Et pourquoi ce changement? Alors c'est un changement qui a pour objectif d'avoir des lieux où on peut justement proposer notre programmation culturelle. Donc une des difficultés qu'on avait, c'était en tant que producteur d'exposition, c'est d'avoir des lieux qui peuvent nous accueillir. Et on se rend compte que c'est pas toujours facile de s'intégrer dans la programmation des lieux existants parce que chacun a sa programmation. Ouais, donc il y a de la concurrence, il y a d'autres opérateurs aussi qui veulent peut-être ce lieu. Oui, qui veulent ce lieu. Puis je pense aussi que dans les institutions, il y a des partenariats qui se font et qui fonctionnent très bien. À la Bovry, notamment, on travaille avec la ville de Liège pour présenter de manière récurrente. Mais il est normal que les équipes du musée veulent aussi avoir leur programmation, présenter leur collection. Ouais, bien sûr. Et donc des fois, ça limitait la croissance et l'activité. Donc, des entreprises de musées, c'est quelque chose de neuf aussi, ça, que vous sentez dans votre... Il y a déjà tout ce qui concerne la scénographie, hein, donc voilà, ça existe, parce que voilà, les musées n'ont pas les compétences toujours eux-mêmes. Et sinon, il y a des entreprises, mais qui sont plutôt privées. On pense à tout ce qui est expérience immersive, mais là, ça ne se fait même pas dans les musées, donc c'est
c'est des lieux qui sont faits pour ça. Et sinon, voilà, le secteur des musées, c'est tout un écosystème. Donc, pour l'instant, on voit aussi beaucoup de fournisseurs qui se présentent avec des outils plutôt numériques, ou voilà, parce que c'est un peu le nouveau grand truc. Et on voit qu'il y a des fournisseurs pour ça. Donc, ils se présentent au musée. Parce que, comme je dis, c'est un écosystème. Il y a plusieurs services qu'il faut. Donc... un petit peu comme chez vous, j'imagine, vous avez dû rassembler plein de personnes. Oui, c'est assez étonnant, et c'est effectivement toute une économie, mais où nous, on a été étonnés, c'est aussi la force belge dans cette économie. Il y a quand même beaucoup de petites entreprises de très haute qualité en Belgique qui développent des choses étonnantes. Donc nous, pour le parcours de Belgian Beer World, on a eu 6 entreprises dont 4 étaient vraiment sur le territoire belge. D'accord. Et puis des Hollandais et Français. Bon, alors, vous avez des grosses entreprises brassicoles, AB InBev, etc. Les petites, pas forcément. Vous parlez de marque ici ? Je pense que c'est une erreur, là. Ah non, mais non. Mais je parle pas de marque de bière, je parle d'un groupe. Je parle pas de marque de bière. Par contre, il y a des petits brassicoles qui ne sont pas dans votre musée. On va regarder un reportage qu'on a fait à la brasserie Cantillon. Donc je cite une entreprise et vous me direz après ce que vous en pensez. Chez Cantillon, l'équipe n'a pas une minute entre l'arrivage du raisin destiné à la production de la bière la plus atypique de la brasserie, la vérification des fûts ou encore l'accueil des visiteurs. Pourtant, cet illustre représentant du patrimoine brassicole bruxellois sera complètement absent du futur temple de la bière à la Bourse. Pour rentrer entre guillemets dans ce musée, il fallait payer. Et les petites brasseries ne peuvent pas se permettre ça. Donc ça va être effectivement la bière belge, mais la bière belge représentée par les gros producteurs. Financé en grande partie par les pouvoirs publics, initié et développé par la Fédération des brasseurs belges, le Belgian Beer World fait une large part aux plus gros contributeurs, les grands groupes tels que AB InBev ou Alkenmaas. Cantillon n'est pas la seule brasserie à avoir décliné l'invitation. En Stummelings ou la brasserie de la Mule, entre autres, en ont fait autant. Voilà, ça c'est un reportage qui a été fait à l'ouverture, puisqu'on dit ce week-end, on a compris. Vous comprenez la colère, ou enfin, le mot est peut-être fort, mais de ces jeunes brasseurs, dites-moi. On a travaillé avec les brasseurs belges, qui ont rassemblé une centaine de brasseurs. Donc nous-mêmes, on n'est pas allé en recherche des brasseurs. C'est vraiment représenté par les brasseurs belges, qui est un groupement quand même rassembleur d'un secteur. Fédérateur, oui. Et le fait qu'ils doivent payer pour être présents chez vous, c'est... Mais parce qu'il y a un cofinancement avec les brasseurs belges. Donc, c'est pas qu'ils payent, c'est un cofinancement. Donc, les brasseurs belges ont investi dans le musée, une partie. D'ailleurs, c'est effectivement aussi un nouveau modèle. C'est un financement public-privé. Et c'est pas du tout... Donc, déjà, c'est un peu étonnant, mais c'est pas du tout... un musée des marques belges, pas du tout. C'est vraiment un parcours à travers l'histoire belge. Mais la photo qu'on voit là pour l'instant, il y a des marques effectivement, mais c'est une photo qui est prise dans la bourse quand même. C'est pas un montage. C'est étonnant parce que je n'ai jamais vu cette table à la bourse. D'accord. Donc on ne voit pas de marque quand on va dans votre musée. Il y a juste un beer wall, un mur qui montre la diversité pour montrer que chaque verre a sa bière et chaque bière a sa. Donc on voit les marques. Donc c'est le seul endroit sur 7000 mètres carrés. Donc donc on les voit quand même. Je veux dire. Oui, mais c'est montré plutôt comme un décor. Mais c'est pas grave, on dirait que vous avez du mal à Non, j'ai absolument pas mal. Je veux quand même dire par rapport à la Cantillon que vous avez tellement mettre en place. Et ça, je pense que vous n'avez pas tout entendu ce qu'il a à dire, parce que lui, il a ses fans, il a ses touristes, et il a aussi un certain public qui veut satisfaire par rapport à ses visites à la brasserie. Et d'ailleurs, on l'a très fort soutenu parce qu'on a trouvé une cave où il stocke une dizaine de milliers de bouteilles pour mûrir pendant des générations, justement pour montrer aux générations que la gueuse bruxelloise s'améliore avec l'âge. Donc oui, on a quand même soutenu Cantillon de notre façon. Vous le soutenez d'une autre façon, mais il n'est pas présent dans le musée. Ouais. Non, mais le but c'était qu'il y avait une ouverture dans les caves aussi pour montrer ce patrimoine important. Donc voilà, il y a quand même
une collaboration autre avec Cantillon qui n'a peut-être pas sa place au musée parce qu'il n'a pas voulu, mais c'est son choix de ne pas vouloir. Ça, c'est une question à poser on va devoir conclure, on a compris. C'est 19 € le prix moyen d'entrée, c'est ça? 17. Oui. 17, si on fait une moyenne. Chez vous? Non, c'est en dessous de 17. C'est en dessous de 17 pour étudiants. Oui, d'accord, mais la moyenne, etc. si on fait une moyenne. 17. 17 €. Chez vous, Raphaël? Le ticket moyen hors TVA, c'est 12 €. 12 €. Mais je parle de ticket moyen, donc on parle, ça va du scolaire à... Oui. D'accord, c'est juste pour savoir comme ça. Et chez vous, au musée Magritte? 10 €. 10 €. 10 €. D'accord. Et en combinaison avec les musées royaux, 15 €. D'accord. Je rappelle, l'émission se termine, je rappelle la Night Fever. On va danser bientôt. C'est le 21 octobre. Le 21 octobre, tous les musées participent, la plupart 33, donc c'est 33 tout de même. C'est déjà bien. Et on peut aller voir ça sur quel site? museumnightfever.be. Okay. Et le prix est de 15 € pour les 33 musées avec une visite après gratuite. Ah, ça c'est bien. Voilà. Merci à tous les cas d'avoir participé à cette émission. On se retrouve jeudi prochain pour un autre Monde des Arts. Bonsoir.